On est tout bon? Eh ben, rebonsoir à tous, ou bonsoir pour ceux qui arrivent sur Twitch. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé, enfin ce soir plutôt, de faire un petit talk sur comment bien démarrer sa carrière de dev, parce que c'est une question que j'ai eue régulièrement, surtout aux apéros web. Forcément, il y a pas mal d'étudiants qui viennent nous voir, etc., qui veulent en apprendre plus. Et ben, ce soir, je vais vous donner quelques astuces, un peu, en tout cas moi, ma vision des choses. Mais déjà, qui suis-je pour vous parler de ma vision des choses? Parce que, bon, c'est bien, mais si je débarque de nulle part, ça le fait pas, quoi. Alors, je suis actuellement CTO de Ma Gestion Privée, donc c'est une petite start-up qui développe un produit SaaS. Je ne vais pas aller plus loin sur la description, il n'y a pas besoin ici. Mais voilà, donc j'ai quand même un statut de manager, enfin, de direction. Je fais aussi, à côté de ça, depuis récemment, du coaching et des cours particuliers en développement et en management. Parce que derrière, j'ai 12 ans de développement web dans les pattes et aussi 10 ans, de management d'équipe en tant que lead dev, lead tech, head of tech, CTO, enfin tous les titres qui sont passés dans la tech. Il manque peut-être DSI à la limite, ou RSI, enfin les titres un peu plus français des grosses boîtes. Mais voilà, donc tout ça pour dire que j'ai vu quand même pas mal de choses et j'ai fait quand même plus d'une quinzaine de recrutements et aussi 2 licenciements. Malheureusement, ça arrive aussi. Mais du coup, j'ai croisé plein de juniors, des stagiaires, des alternants, des CDI mais juniors, des plus expérimentés. Voilà. Et ben du coup, grâce à ça, je vais commencer par vous raconter un peu le contexte. Je pense qu'on le connaît tous, mais c'est bien de le rappeler. On est sur un marché qui est tendu actuellement. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Il y a un moment où on survendait le métier de développeur, notamment web, métier accessible, bien payé, etc., avec beaucoup d'offres. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Du coup, il va falloir se préparer un peu plus mentalement. Il y a beaucoup de nouveaux devs, du coup, qui sont arrivés grâce justement à cette surcommunication, on va dire, du métier et, on va dire, la création de beaucoup de nouvelles écoles aussi, qui ont permis de faire, par exemple, beaucoup de reconversions. En plus des circuits, on va dire, classiques, post-bac, etc. Donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de reconversions, et c'est des profils qui peuvent être peut-être un peu plus fragiles sur certains aspects. Donc, quand vous êtes issu de reconversion, il va falloir peut-être avoir un ordre de bataille un peu plus précis. Du coup, quand on a ce contexte-là, on va essayer déjà de définir un peu dans quel esprit il faut qu'on se trouve. Parce que du coup, il y a beaucoup de concurrence. Donc il va falloir se donner à fond. Là-dessus, on n'y va pas à moitié, on a envie d'être dev, donc on a forcément quelque chose qui nous anime aussi. Donc on va essayer de se donner vraiment à fond, tout du moins au début, forcément, parce qu'il va falloir prouver aussi notre valeur. Il va falloir rester ouvert aussi au monde du dev en général, pas forcément se dire « ouais, moi je veux faire que du JavaScript ». Non, non. Le développement, c'est beaucoup plus large que ça, il y a énormément de choses à voir. Donc on ne se ferme pas de porte, jamais. Il faut commencer par d'abord explorer un peu tout ce qui se passe avant de se spécialiser, vous aurez largement le temps après. Donc ne pas se spécialiser, c'est très important pour moi. Je vois le contraire, par exemple, sur LinkedIn. Il y en a qui disent « ouais, il faut se spécialiser, ce sera plus simple de trouver du taf ». Je le déconseille parce que, dans quasiment toutes les boîtes, on demande de toucher à plein de choses différentes. Parfois même de poser des nouvelles technos que personne ne connaît. Et en plus de ça, le fait d'être capable de switcher d'une techno à l'autre, d'un langage à l'autre, ça va vous permettre de justement découvrir pas mal de choses et montrer aussi qu'on peut, entre guillemets, vous mettre sur n'importe quoi, vous allez être capable d'aller jusqu'au bout du projet. Toujours apprendre, toujours être curieux. Alors ça, c'est même quand on est senior, on a 10, 15, 20 ans d'expérience, toujours apprendre, toujours être curieux. C'est une règle d'or dans ce milieu-là, parce que les technos évoluent tout le temps, il y a des nouveaux langages qui sortent tout le temps, des nouvelles manières de faire qui sortent tout le temps. C'est infernal. Et quand on est en fin de carrière, je pense qu'on en a un peu marre d'ailleurs. J'y suis pas encore, mais je vois des anciens collègues, enfin des anciens, les plus anciens de mes collègues, on va dire, qui commencent à avoir du mal à suivre. Mais tant qu'on a cet esprit, ça ira.
Donc restez alerte sur les dernières technologies et connaître les langages. Les plus demandés, ça aussi c'est important. Ça va vous permettre d'être un peu plus employable tout simplement. Ensuite, je voulais pas en parler au début, puis finalement je me suis dit que quand même la formation c'est pas mal d'en parler, notamment en termes de reconversion, parce que c'est là où beaucoup de gens se sont piégés sur des reconversions qui sont un peu mal faites. Pour moi, il faut éviter absolument les bootcamps, il faut faire des formations avec des stages ou des alternances, parce que les formations accélérées de 1 ou 2 mois, le problème c'est que c'est beaucoup trop court. Un métier de dev, ça ne s'apprend pas en 1 ou 2 mois, c'est impossible. Soit vous avez bossé 6 mois avant, soit vous êtes vraiment Einstein, entre guillemets. Souvent, ils sont chers. Alors pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'aides, et du coup, forcément, ils se calent dessus. Mais si vous n'avez pas d'aide, ça va être un peu compliqué pour vous de financer tout ça. Et vous êtes malheureusement inemployable. Personne ne veut personne, ou alors quelqu'un qui est vraiment... qui n'a vraiment pas le choix d'embaucher quelqu'un qui sort d'un bootcamp, mais vous êtes inemployable par la force des choses parce que en 1 ou 2 mois, personne ne va vous prendre au sérieux en termes d'information. Malheureusement. Et en même temps, ça paraît un peu logique. Pour moi, il faut au moins faire une formation d'1 an avec une alternance. Donc, 1 an complet plus une alternance derrière, ou 1 an avec alternance. L'alternance, en général, vous apporte beaucoup. Ça vous apporte forcément une première expérience. Ça vous apporte un travail structuré en équipe dans le cadre d'une entreprise. Donc vous allez apprendre pas mal de process qui vous permettront de travailler dans n'importe quelle entreprise en sachant plus ou moins comment ça marche, un cycle de développement, et pas juste faire du code. Et vous allez aussi mieux comprendre les enjeux business. C'est souvent ce qui est oublié par les devs, au détriment, business versus qualité, hein, l'éternel combat des équipes tech avec les équipes business. Mais c'est important aussi de voir comment les entreprises, elles attendent quelque chose des développeurs et de la tech en général. Et le petit bonus, vous avez aussi des possibilités d'avoir un contrat en fin d'alternance si vous avez réussi à faire vos preuves et que l'entreprise peut vous employer. Donc c'est tout bénef. Donc ensuite, la formation étant faite, il va falloir, si vous n'avez pas eu votre embauche à la fin de l'alternance, par exemple, il va falloir constituer donc, votre profil, on pourrait dire votre CV, hein, tout simplement, mais montrer que vous êtes développeur et que vous êtes là. Donc déjà, il faut que vous soyez facilement trouvable en ligne. Donc ça passe par un LinkedIn, c'est entre guillemets quasiment obligatoire maintenant, c'est que tout le monde va voir les LinkedIn de tout le monde. Un site perso, ça montre un peu de quoi vous êtes capable, tout du moins côté front, on va dire. Enfin, voilà, vous êtes capable de faire un site web, vous n'avez pas menti, vous êtes développeur web, entre guillemets. Malte, ça peut être pas mal. Vous pouvez toujours vous ouvrir un statut d'auto-entrepreneur en attendant de trouver un travail et peut-être avoir 1 ou 2 opportunités, des petites expériences à rajouter au CV. Ça fait pas de mal. Et puis Malte, au moins, ça prouve que vous êtes actif et que vous êtes vraiment demandeur, plus qu'avoir un open to work sur LinkedIn, par exemple. En lien avec le fait de ne pas se spécialiser, il faut vraiment que vous montriez que vous êtes polyvalent, que vous avez fait pas mal de choses. On y reviendra après, mais il y a 2-3 petits tips pour ça. Mais il ne faut pas vous dire je cherche juste du PHP. Ok, vous voulez faire du PHP, c'est très bien. Mais ne dites pas je cherche actuellement un poste en PHP, je cherche un poste en développement web. Vous êtes ouvert, il y aura sûrement du PHP dedans parce qu'il y en a beaucoup, ou du JavaScript. Voilà. Soyez actif, notamment sur LinkedIn ou sur GitHub, montrez que voilà, vous entretenez votre expérience, votre culture, vos compétences web, de développement en tout cas. Ou alors juste essayer de créer des échanges. Et soyez, entre guillemets, peu exigeant. Alors bon, chacun a sa limite de peu d'exigence, mais la première expérience, le premier taf, par exemple, je prends vraiment mon exemple, moi j'étais capable d'accepter n'importe quoi tant qu'il y avait un peu de dev web, ça m'allait très bien, je sais qu'après j'allais pouvoir switcher si j'avais fait mes preuves. Mais voilà, n'exigez pas des salaires que vous avez vus sur LinkedIn parce que ça n'a pas de sens. N'exigez pas de faire que tel techno, n'exigez pas de, par exemple, faire du full remote. Voilà, essayez d'avoir déjà quelque chose.
Et après, vous pourrez négocier, il n'y a pas de souci. C'est à partir du moment où l'entreprise qui va vous embaucher va voir que vous êtes capable, elle va vous accepter, elle va faire pas mal de concessions, ou alors bah, vous aurez une première expérience, vous pourrez partir ailleurs. Petit point sur LinkedIn, parce qu'il y a quand même, comment dire, il y a une effervescence d'un peu tout sur LinkedIn. Donc malheureusement, pour moi, c'est un réseau social professionnel bullshit, mais utile parce que y a énormément de choses qui se passent sur LinkedIn. C'est bien d'avoir une présence, c'est bien de montrer que vous êtes là. L'important, c'est surtout de se créer un réseau avec LinkedIn. Donc essayer d'interagir avec des publications, aller faire une demande de connexion, etc. Vous allez avoir un peu un petit réseau, vous allez pouvoir communiquer. Ça va déjà, en termes de visibilité sur LinkedIn, que vous avez partagé votre CV, être plus visible. Et pareil, vous allez voir potentiellement plus d'offres, plus de choses différentes, même pas forcément en termes d'offres d'emploi, mais de ce qui se fait, de stack technique, etc. C'est quand même pas mal. Montrez votre activité, donc essayez de poster régulièrement, sans faire des trucs à rallonge un peu lourds, mais voilà, posez des questions, soyez curieux. Par exemple, est-ce que c'est mieux PostgreSQL ou MySQL? Dans quel contexte vous l'utilisez? Voilà, vous n'avez pas beaucoup de connaissances dessus, bah allez-y, posez la question, il n'y a pas de souci, il y a forcément des gens qui vont vous répondre là-dessus. Voilà, alors il y a peut-être tout et n'importe quoi, mais au moins, ça montre que vous êtes curieux, vous êtes ouvert. Le fameux Open to Work. J'ai entendu pas mal de choses dessus. Moi, je pense que c'est quand même pas mal de le mettre pour montrer que voilà, on est en recherche active, parce que sinon les gens ne vont pas forcément penser à vous contacter. Mais il peut y avoir, je l'ai entendu dire et je l'ai un peu vu, cette sensation que vous êtes prêt à accepter n'importe quoi, même on va dire un travail je dis n'importe quoi, d'assistant de vie, alors que c'est pas du tout votre métier. Donc ce côté un peu, je peux accepter vraiment n'importe quoi. J'ai dit qu'il fallait être peu exigeant, mais quand même, mettez-vous des conditions pour avoir une vie, on va dire, perso quand même un peu équilibrée. Voilà, donc ça, par exemple, ça peut être un débat qu'on peut avoir en fin de présentation. Un autre point qui va servir un peu comme LinkedIn, mais qui est aussi important, c'est tout ce qui est événement tech. Donc, les meet-up, bravo, vous êtes ici, vous avez déjà fait un bon pas, vous êtes sur la bonne voie, parce que si vous êtes là à venir voir comment ça se passe, c'est que déjà vous êtes curieux, un peu ce côté vraiment toujours apprendre, toujours être curieux. Et après, on va dire, quand je mets les conférences, c'est vraiment les événements un peu plus gros, un Mixit, les gros talks style Lyon.js, là ils ont fait leur 100e événement qui est assez conséquent, etc. Ça coûte un peu d'argent, mais c'est toujours agréable. C'est toujours agréable parce que vous allez apprendre plein de choses. Vous allez vous faire un réseau, il y a quand même pas mal de boîtes. Souvent en plus, il y a on va dire, il y a quand même des personnes à responsabilité qui y vont. Pas que des développeurs. Voilà. Donc, ça permet aussi, surtout dans les petits meet-up comme ça, de vous faire un réseau, mais vraiment solide, pas comme un LinkedIn où bon, c'est juste une connexion, on n'a jamais croisé la personne. Bon, la personne nous enlève de son réseau et c'est fini, quoi. Là, l'apéro web, par exemple, on se connaît par le fait qu'on vient souvent aux événements et que moi, je vois plein de têtes que je connais. Et ben voilà, on se connaît, on va pouvoir communiquer. Vous allez par exemple m'envoyer vos CV, je vais les partager, je vais vous suivre, je vous connais, je sais quelles valeurs vous avez. Donc voilà, le côté un peu réseau humain, vraiment, physique, ça, c'est beaucoup plus solide qu'autre chose. Veille techno, vous l'avez vu, là par exemple les fermes de développement, tout ça, c'est toujours intéressant de pouvoir poser des questions, débattre, apprendre des nouvelles choses. Et permettre de découvrir des nouveaux lieux, donc par exemple des nouvelles écoles, vous voulez vous lancer dans le développement web. Ah tiens, Adatech School, ça a l'air pas mal en fait, je vais prendre des renseignements, vous échanger avec les personnes responsables de la formation et finalement vous y allez. Ou alors des nouvelles entreprises, ah je connaissais pas, ah ils font un logiciel qui a l'air super bien, ah ils embauchent, ah bah super, bah, je vais en parler et de fil en aiguille, vous allez peut-être trouver un poste. Surtout que
On va pas se le cacher, les premières expériences, c'est quand même beaucoup au piston. Entre guillemets, quand je dis au piston, c'est qu'on chante vraiment le process de recrutement classique. Ça aide beaucoup, surtout quand on a des affinités avec, par exemple, le RH, le CTO, je sais pas qui, mais ça aide beaucoup. Et c'est justement à ces événements-là que vous allez quand même réussir à faire ces liens-là. Vous avez un réseau, super. Il suffit pas, super. Bon, c'est un peu triste, mais il suffit pas. Du coup, il va falloir que vous prouviez que vous n'avez pas menti, vous avez fait une formation, ça vous a appris beaucoup de choses. Vous êtes capable de monter des projets tout seul. Les projets perso. Donc ça inclut d'être visible sur GitHub, etc. Quand je dis donc forcément c'est ultra important parce que ça va être votre portfolio technique. Ça va pouvoir montrer à n'importe quel recruteur de quoi vous êtes capable. Donc il y a les projets perso, on va dire publics. Ça, c'est vraiment votre CV que vous mettez en ligne. Donc, portfolio. Et ensuite, il y a tout ce qui est privé. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire et que vous ne montrez jamais à personne, mais qui va vous permettre de vraiment tenter des choses, vous planter, faire n'importe quoi, tester des outils, rien comprendre, c'est pas grave. Vous avez testé, vous avez passé 1 heure à configurer un truc qui ne marchera jamais. C'est pas grave, vous avez essayé, vous avez vu la techno, vous êtes même capable d'en tirer certaines choses, peut-être en entretien, dire bah oui j'ai essayé mais c'est pas très accessible, il manque de documentation quoi. Voilà. Mais il faut travailler, en fait vous avez besoin de travailler sur des projets perso au début pour vraiment vous familiariser avec les technos et même des process. Hein. Ça peut être aussi par exemple sur GitHub avec GitHub Action, lancer un GitHub Action, tester la CI/CD, tout ça. Attention par contre, sur l'hébergement, ça peut finir par coûter cher si vous faites plein de petits projets. Donc essayez de trouver des offres pas chères ou quoi. Parce que tout ce qui est public, il va falloir le montrer. Ou alors, essayez de contribuer par exemple à de l'open source. Les gens vont voir que vous avez, vous avez été mis à contribution pour une techno qui est utilisée par plus ou moins de monde, hein, c'est pas important, mais que tout du moins vous êtes force de proposition sur du domaine public, quoi. Voilà, donc les projets perso, moi j'insiste encore dessus. En plus du réseau, vous devez pouvoir montrer ce que vous faites. Ensuite, où est-ce qu'on cherche du boulot avec tout ça? Bon, le réseau, on l'a déjà dit, mais bon, forcément, il y a les sites institutionnels qu'on connaît tous, Indeed, Welcome to the Jungle, APEC, Hello Work, on a des tonnes. C'est une très bonne première base. Comme ça, vous pouvez mitrailler les CV là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est toujours important de le faire, même si c'est bateau et que c'est dans tous les métiers. Moi, mon petit plus, c'est vraiment les cabinets de recrutement. Essayez d'en cibler quelques-uns. Ça sert à rien de tous les prendre, surtout qu'il y en a plein qui, bon, ils vont dire ouais, mais non, bah on va envoyer votre CV. Bon, bof. Essayez d'en cibler des biens, des cabinets de recrutement. Moi, je pense notamment à Effectif, qui est un très bon cabinet de recrutement sur Lyon, qui même s'ils n'ont pas forcément d'offres pour vous, ils vont vous accompagner sur tout ce qui est recherche d'emploi, est-ce que votre CV est bien fait, etc. Enfin, ils vont peut-être même vous redonner des tips que je vous ai donnés ici. Mais le but, c'est que voilà, vous êtes dans leur base de données, ils vous connaissent, vous avez bien échangé avec eux, ils vont vous suivre un petit peu, et dès qu'il y aura une offre qui pourra vous correspondre, ils vont vous l'envoyer. Même si c'est dans 6 mois, bah tant pis. En tout cas, l'important, c'est que les cabinets de recrutement vous connaissent. Notamment le jour où vous changez de boîte après. Parce que vous les recontactez, ils ont déjà tout de vous, ils vont juste dire bon bah qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu pars, qu'est-ce que tu as pu apprendre sur ta première expérience. Et ils réenclenchent tout de suite les process. Ce sera limite plus rapide que vous-même faire les recherches. Forcément, il y a LinkedIn, il y a pas mal d'offres d'emploi aussi sur LinkedIn. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis sur les sites institutionnels, parce que c'est un peu à part. Mais il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur LinkedIn, même parfois de manière un peu informelle. Et votre réseau, évidemment, votre réseau, c'est, comme je l'ai dit, c'est le piston qui vous permet souvent de décrocher votre premier poste. En tout cas, moi, ça a été le cas, par exemple. J'ai eu de la chance. Ce qui est bien, c'est que je vous donne plein de conseils sur des trucs qui ne sont pas du tout produits dans ma vie.
Moi, LinkedIn, à l'époque, je ne savais même pas que ça existait. Les cabinets de recrutement, j'ai découvert un petit peu plus tard, etc. Mais avec le recul et avec moi, ce que j'ai vu des nouveaux devs qui arrivent, bah voilà, maintenant je suis capable de vous le dire. Du coup, qu'est-ce que vous recherchez? Et c'est là où l'ego est un peu blessé. Mais il va falloir ratisser large. Donc, comme je l'ai dit, c'est en termes de techno, par exemple, vous ne enfermez pas dans les technos, mais il y a aussi la localisation. Peut-être, si c'est pas trop une contrainte pour vous, essayez d'aller voir un peu plus loin. Par exemple, la périphérie de Lyon, pas trop accessible en transport en commun. Il y a plein de boîtes qui vont chercher des devs qui ont du mal à recruter parce que justement, tous les devs veulent rester sur Lyon même. Donc là, vous avez plus de chances, par exemple, d'obtenir un poste. C'est aussi on va dire, sur les missions ou sur les secteurs d'activité. Même si c'est pas forcément raccord avec, je sais pas, votre philosophie de vie ou quoi, une première expérience, bon, malheureusement, aujourd'hui, vous avez moins le choix qu'à une époque. Ce qui est important, c'est de cibler les technos principales des offres d'emploi. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, c'est une liste au Père Noël de technos que le dev doit connaître. Vous devez connaître une stack entière. Et chaque stack change. Donc il peut y avoir des milliers et des milliers de stacks différentes avec des technos différentes, etc. etc. L'important, c'est de comprendre ce qu'ils cherchent vraiment. Alors, par exemple, je vais reprendre Effective pour exemple. Mais Effective, eux, ils ont aussi un taf de leur côté, c'est de recentrer les entreprises sur leurs vrais besoins. Parce que le mouton à 5 pattes, il est introuvable aujourd'hui. Quelqu'un avec 15 ans d'expérience sur du Vue.js, par exemple, Vue.js, ça n'existait pas il y a 15 ans, donc à un moment, c'est pas possible. Donc voilà, donc eux, ils font ce travail-là, mais vous aussi, essayez d'avoir cette démarche-là, de vous dire, mais en fait, c'est pas possible ce qu'ils demandent. Donc si c'est pas possible, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose d'essentiel pour eux, et le reste, ça, entre guillemets, ça se négocie, ça se bricole, ou alors vous pouvez monter en compétence plus tard dessus, voilà. Comme ça que vous pouvez essayer d'aborder un peu le sujet. Vous pouvez, par exemple, si vous vous rendez compte que c'est PHP Symfony et, je sais pas, React sans TypeScript ou avec TypeScript en front, vous allez savoir que ça, c'est vraiment leur cœur de techno. Et que tout ce qui est à côté, ils vont vous parler de trucs, du Elasticsearch qu'en fait personne ne touche jamais parce que le truc il est là depuis 10 ans et qu'on n'ose même pas trop y toucher. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Elles seront finalement pas importantes. Ça. Vous, si vous avez fait vos projets perso, vous avez essayé de tester plein de techno, vous allez connaître un peu, vous allez dire, ah oui, j'ai vu, vous l'utilisez dans quel contexte, etc. Ça peut aussi servir pour essayer de leur faire, eux, prendre conscience qu'en fait, ils ont pas, enfin, que vous êtes capable de le faire plus tard, quoi. L'expérience demandée, c'est pareil. S'il y a des offres avec 2 ans d'expérience, vous débutez. Si vous avez fait une alternance, c'est bénéf parce que vous avez normalement une expérience qui va être plus ou moins identique, mais si vous avez de l'expérience en entreprise, c'est ça souvent qui est demandé, c'est l'expérience en entreprise, la connaissance du monde de développement en entreprise, et pas avoir fait que de l'école. Donc 2 ans d'expérience, c'est complètement OK, même si vous n'avez pas fait d'alternance. Pourquoi? Parce que souvent, 2 ans d'expérience, c'est parce personne ne veut quelqu'un qui est sans expérience, forcément. Mais si vous êtes capable de montrer que vous avez le niveau de quelqu'un qui peut avoir 2 ans d'expérience, tout du moins qu'il y a une certaine équivalence, notamment via un test technique, s'il y a des tests techniques, ça peut passer, en fait. Souvent ça passe. Mais il faut pas se restreindre, il ne faut pas se dire que, ah mince, il demande 2 ans d'expérience, je l'aurai jamais. Non, tentez, de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Et souvent, vous pouvez être bien meilleur que quelqu'un qui a 2 ans d'expérience, qui en fait a juste fait un projet en JavaScript pendant 2 ans dans une boîte, un truc tout naze, et en fait qui n'a jamais rien vu d'autre. Bon, on va parler d'argent, forcément. Le salaire, prenez ce qu'on vous donne. Et si vous avez fait vos preuves ou quoi, ils vous augmenteront. S'ils ne vous augmentent pas, vous partez. Avec une première expérience, vous aurez quand même moins de difficultés à trouver un boulot. Alors, avec des pincettes, parce que j'ai l'impression que c'est quand même de plus en plus compliqué, même avec un peu d'expérience, de trouver du boulot. Mais bon, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Et si ça ne marche pas, tant pis, vous avez pris une expérience, vous avez pris des compétences
sur leur stack, etc. Vous savez que vous pouvez faire ça ailleurs. Vous partirez. Mais je vais prendre mon cas pour le coup. J'ai pas eu d'exigence du tout en termes de salaire au tout début. J'étais un petit peu plus que le SMIC, ça m'allait très bien. J'ai pu montrer que j'étais capable et après le salaire est monté tout seul. Voilà, par exemple. Donc vous savez quoi chercher maintenant. Quand vous avez, eu un entretien, enfin vous allez l'avoir, alors là ça va être un peu bateau parce que c'est un peu tout type d'entretien, pas forcément tech, mais il va falloir vous intéresser à plusieurs choses forcément. Donc l'activité d'entreprise, pour cerner aussi ce que le business va attendre du développement. Si l'activité d'entreprise c'est quelque chose de très technique, vous savez, ils vont peut-être attendre plus de qualité, donc vous savez que voilà, ils vont potentiellement vous tester sur la qualité de code. Si c'est une entreprise qui est juste là pour faire de l'argent, la technique, ils ne vont pas être très intéressés, donc après ce sera peut-être à vous de dire ouais, attention, vous avez peut-être des problèmes de sécurité ou quoi, parce que vous avez un peu cette patte-là. Vous pourrez broder dans ce sens-là pour montrer que vous vous intéressez un peu plus à des aspects qu'ils n'ont pas vus. Bref. L'équipe et leur manière de travailler, c'est très important parce que vous allez pouvoir aussi savoir si vous serez capable de bosser avec eux ou pas et aussi de voir si vous avez... Enfin, quelle roue du carrosse vous allez être, entre guillemets. Et aussi de poser des questions sur l'équipe de manière générale. La stack technique, bon forcément, il faut s'intéresser à la stack technique. Donc je l'ai dit, vous avez des technos principales qui sont très importantes de connaître. Après, si vous savez plus ou moins de quoi ils parlent, sur le reste, bah, c'est bien, ils seront contents. Mais on n'attend jamais d'un junior qui connaisse tout. Et alors du coup, bah, soyez intéressés forcément, parce que je l'ai mis là, donc voilà. Soyez honnêtes, ça sert à rien de passer pour un cador, vous allez berner personne. Soyez honnêtes, vous connaissez pas le techno, vous le dites, je connais pas la techno, j'ai pu lire quelque chose sur internet mais j'ai jamais essayé, voilà, soyez honnêtes. Moi je me suis concentré sur le PHP parce que là je maîtrise et je voulais aller plus loin sur comment on le maîtrise, etc. J'ai voulu appliquer l'orienté-objet dessus, blablabla. Vous pouvez développer ce que vous connaissez. Essayez pas de broder sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Dites, bah, voilà, j'ai lu ça, après je ne sais pas plus. Ça ne sert à rien d'essayer de faire passer, comment dire, entre guillemets, leur faire croire que vous connaissez une techno, ils vont vous embaucher, ils vont se rendre compte que vous ne la connaissez pas, et alors là, perte de confiance, c'est fini, vous ne pourrez plus rien faire. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, bah, restez humble aussi. Ça sert à rien de dire « Ouais, mais je peux le faire, votre truc. » Donc c'est « Ouais, je pense en être capable, pas de problème. » Et soyez pas trop humble non plus. Quand même, dans le sens où, moi, j'ai eu des entretiens, le gars il me dit « Ouais, non, mais en vrai, il était à deux doigts de me dire « M'embauchez pas, je suis trop nul. » Je dis « Non, mais... » Je voulais juste évaluer son niveau. Il dit, ah, désolé, je me suis planté sur le test technique, mais parce que j'y connais rien et tout. Non, bah, t'as essayé, tu connaissais pas la technologie, t'as appris, t'as compris. Voilà, c'est pas grave. C'était un stagiaire, donc ça allait. Non, bah, au final, c'était quelqu'un, pour le travail d'équipe, il était parfait. Il était un peu derrière techniquement, mais on savait qu'il allait monter en compétence parce qu'il avait réussi à faire un test technique où il maîtrisait rien. Donc finalement, c'est que s'il est capable d'apprendre, bah, il est stagiaire en plus, donc on va pas lui refuser un stage juste parce qu'il connaît rien, c'est un peu bête. Moi, je refuse les stages si je vois que la personne ne sera pas capable de s'adapter ou ne sera pas capable d'apprendre. Pour X ou Y raison. Voilà. Bah, merci, j'ai mis mon LinkedIn si jamais vous avez des questions après la conférence, si vous voulez me contacter. J'ai fait à peu près le tour de tout le cycle, on va dire, de recherche d'emploi, enfin même de formation, recherche d'emploi, etc. Je ne sais pas si vous avez des questions. T'es junior, toi?
C'est pas tant une question, c'est une remarque quand tu mettais sur les privés versus publics. Moi, j'irais même plus loin, c'est même les essais, les mettre à disposition du public. En fait, si jamais vous êtes intéressé, je sais pas, au hasard à des WebSockets, ça vous intéresse, mettez vos essais en ligne en tant que. Quand on essaie de voir ce que vous avez essayé de faire, c'est souvent intéressant en fait de voir tous les essais et le processus de développement et tout ce que vous avez fait. Donc, n'ayez pas honte en fait du code, même si vous pensez que c'est pas ouf. Voilà, c'est une Ouais, ouais. remarque. Et moi, j'ai quand même la sensation que quand on débute vraiment, enfin, qu'on cherche en l'occurrence une alternance, de mettre les fameux essais, c'est pas forcément une bonne chose parce que j'ai l'impression qu'on attend vraiment beaucoup d'un alternant, que le niveau attendu est quand même assez élevé et moi, j'ai peur que ça me desserve plus qu'autre chose, en fait. Voilà. Bah, en fait, c'est simple. Si vous le sentez pas, ne le mettez pas. Si vous êtes à l'aise avec ça, mettez-le. Là, après, c'est vraiment. Je pense que c'est un choix personnel de se dire ça, je veux le montrer, ça, je veux pas le montrer parce que vraiment, soit j'ai honte, soit ça me paraît pas assez probant pour pouvoir juste dire que je l'ai fait. Par exemple, si on fait un Create New Project Symfony et qu'on n'arrive pas à finir l'installation, ça sert à rien de le montrer, c'est peut-être pas utile. Mais voilà, en gros, moi, le public versus privé, c'est le public, c'est ce que vous voulez pousser en avant. Privé, vous pouvez l'ouvrir. Si, par exemple, pour un entretien, pour une boîte, ça peut être intéressant, vous leur dites, bah voilà, je vous donne le lien de mon repo sur tel truc, par exemple. Vous pouvez l'ouvrir au cas par cas aussi, si ça vous paraît pertinent. Mais vous aurez forcément un projet fer de lance que vous allez vouloir mettre en avant, que vous allez dire, regardez, il est beau, j'ai même mon superprojet.com qui est fonctionnel, tout ça, vous pouvez me contacter dessus, voilà. Il faut en avoir un. Il faut avoir un projet que vous êtes fier de montrer, et après les autres, vous choisissez. J'ai peut-être juste un truc à compléter là-dessus. En fait, généralement, sur les projets privés qu'on veut aller partager ou même publics, en fait, l'idéal, c'est d'avoir un esprit critique dessus et de pouvoir, Alexis l'a dit au début, c'est en fait, généralement, on a appris des choses et c'est de pouvoir ressortir ces choses qu'on a appris, qu'on a prises du moins, et de pouvoir en parler. En fait, plus on va essayer des choses et apprendre des choses dessus, plus on va pouvoir après partager justement ces projets, qu'ils soient publics ou privés, c'est pas vraiment l'important. Enfin, il faut quand même en avoir qui soient accessibles. Mais ce qui est important, c'est de savoir expliquer ce qu'on a appris sur ces projets. Ouais, tout à fait. Alors c'est par rapport aux entretiens techniques. Mhm. Est-ce que c'est important de faire de l'algo de temps en temps, du lead code parce que est-ce que j'ai pas passé tant d'entretiens techniques que ça et ça prenait des formes très variées. Est-ce qu'il y a plus d'entreprises qui font vraiment des formats de coding games avec je sais pas, ils posent 2 questions d'algo en 1 heure et quelqu'un qui supervise, ou alors que c'est plus des questions orientées avec un lead dev qui pose des questions par rapport à son contexte. Il y a 2 voire 3 formats qui ressortent de tout ça. En général, il y a des boîtes qui font commencer par un test technique. Alors, soit du coding game, soit un projet à faire, une API avec machin, plein de trucs. Alors là, c'est des fois, tu passes une semaine et c'est pas très révélateur parce qu'en souvent, tu fais jamais ce que tu auras fait dans ton test technique. Donc, il y a ces boîtes qui commencent par le test technique. Coding game, enfin, tout ce qui est coding game, souvent, c'est payant par l'entreprise. Donc, il y en a qui veulent ou pas. Ça peut être révélateur comme ça peut ne pas l'être parce que c'est des temps, enfin souvent c'est chronométré, etc. Donc il y en a qui perdent un peu leurs moyens dès qu'il y a une pression, on va dire, de temps. Les projets, souvent, il y a un peu moins de pression de temps, c'est sur des temps beaucoup plus larges, etc. Donc là, c'est vraiment l'entreprise qui va choisir un peu son modèle. Donc il y a ça, qui peuvent être couplés d'un entretien technique avec un lead ou quoi pour approfondir, on va dire, soit le test technique, soit approfondir les connaissances qu'ils n'ont pas pu évaluer sur le test technique. Et il y en a qui font pas du tout de test technique à proprement parler, écrire du code, on va dire, et qui demandent tout de suite un entretien technique et changer on va dire, tailler le bout de gras sur la technique, quoi. Et donc, on peut pas dire qu'il y a un type de test technique qui est vraiment majoritaire, quoi. Mais par contre, c'est très bien, désolé, je te coupe un peu l'élan, mais c'est très bien, par exemple, de faire des exercices de code comme coding game. Ça apprend à travailler un peu sous pression, ça apprend à résoudre des problèmes, donc c'est bien.
Et de toute façon, pour tout ce qui est, on va dire, les gros tests techniques, style API, quand on vous demande de monter, ou un site entier quand on vous demande de monter, des fois c'est un peu aberrant. Mais ça, vous allez avoir l'habitude, si vous avez fait justement des projets perso, de recommencer un projet, voilà, from scratch, quoi. Tu précisais de pas se spécialiser finalement, c'est un peu à contre-courant de ce que tu disais, hein, ce qu'on voit sur LinkedIn. Alors, quand tu postules, quand tu recherches, que ce soit une alternance ou un poste, tu fais plutôt un CV générique, une candidature générique, ou est-ce que au contraire, tu cibles quand c'est comme ça? Alors après, ça dépend à quelle offre tu postules. S'il demande un dev front-end, bah, tu vas mettre dev front-end sur ton CV, tu vas peut-être appuyer un peu plus les techno front-end. S'il demande un dev full stack, tu vas mettre full stack. En fait, tu vas avoir ton CV, et rien ne t'empêche de le modifier pour l'envoyer à telle ou telle entreprise. Tu peux un peu l'adapter, sans forcément virer toute la partie back parce que c'est du front-end ou quoi. Il faut montrer quand même que bah, toi, tu es full stack, mais il demande du front-end, donc voilà, je postule pour votre poste de front-end. Pour apporter une petite précision sur la partie salaire, je pense qu'il ne faut pas être exigeant, par contre, il faut connaître le salaire du métier, voilà, du marché, c'est pas mal. Ça, c'est plus après pour renégocier votre salaire. Si vous, vous savez que l'entreprise elle est contente de vous avoir, que vous avez une valeur ajoutée à l'entreprise, vous êtes souvent tout à fait en mesure de demander une augmentation. Et si vous connaissez le marché, d'ailleurs, il y a beaucoup de sondages qui se font chaque année sur les salaires, que ce soit des salaires spécifiques au langage ou des salaires plus généraux. Il y a plein d'études qui sont faites. Oui, tout à fait. Souvent, les RH, pendant l'entretien, elles vont demander vos prétentions salariales et tout. Et c'est bien de donner une fourchette qui est cohérente par rapport à la réalité, quoi. Et un autre truc sur les projets open source qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de projets open source qui ont un tag Good First Issue pour justement, quand on commence l'open source, ça peut être pas mal de les repérer comme ça. C'est toujours utile. Deux, trois petites remarques également. Moi, j'ai commencé à l'époque, je ne sais pas si vous avez connu les années 2000, c'était le crash boursier, tout ça, là, c'était génial. C'était le crash de la bulle Internet. Et du coup, j'ai des collègues qui se sont retrouvés en chômage pendant plus d'1 an. Moi, ce que je vous conseille, enfin, d'expérience pour avoir vécu cette période-là charmante, c'est tout d'abord de ne pas hésiter à envoyer beaucoup de CV. C'est-à-dire que moi, pour trouver ma première mission, j'ai envoyé plus d'une centaine de CV. Faut pas hésiter à envoyer tous les jours. Le truc, c'est qu'en fait, il y a un nombre fini de missions sur Lyon. Quand vous verrez, après, je suis en contact avec plusieurs recruteurs, etc. J'entends parler 3 fois, 4 fois, 5 fois des mêmes missions. Au bout d'un moment, c'est un petit milieu. Donc, faut pas hésiter aussi à aller chercher la ville d'à côté. C'est bête, mais voilà, vous trouvez pas sur Lyon, allez regarder Saint-Étienne, Grenoble, voilà. On sait jamais. C'est pas parfait, mais au moins, pour une première expérience, ça peut aider. C'est une grosse contrainte. Sachant que personne ne veut aller à Saint-Étienne, donc en plus, vous avez un bonus. Vous n'aurez pas au moins de concurrents. Alors le salaire à Saint-Étienne, il ne faudra pas être très exigeant. Il ne faut pas être très exigeant sur le salaire à Saint-Étienne. Non, plus sérieusement. Voilà, il y a quand même effectivement des marchés qui sont différents entre Lyon et Saint-Étienne, Lyon et Grenoble, etc. Il ne faut pas hésiter à faire jouer les trucs là. L'autre point... l'autre point, c'est sur le... Bon, je me perds dans ce que je voulais dire. Du coup... on va en revenir à ce que je disais. N'hésitez pas à envoyer des centaines de CV, n'hésitez pas à aller chercher un petit peu ailleurs, gratter sur d'autres domaines, n'hésitez pas à contacter directement. C'est-à-dire que les petites boîtes, moi je suis dans le milieu des scopes, il y a plein de boîtes, elles sont 3-4 personnes. Elles vont pas aller chercher à droite, à gauche, de partout, sur LinkedIn, sur machin, etc. Par contre, si vous voulez envoyer un CV, il y a peut-être une chance que là, on vous recontacte. C'est ça. C'est vrai que je ne l'ai pas marqué, mais la candidature spontanée peut aussi marcher. Notamment dans les scopes. Il y a peu de chances de réussite, mais on sait jamais. Notamment dans les scopes, on aime justement former des gens, on aime intégrer des gens, etc. Bon là, actuellement, moi, c'est un peu compliqué, je ne peux pas recruter, mais voilà, il y a des scopes qui cherchent des alternants. J'ai une scope que je connais à Grenoble, par exemple, c'est un mec tout seul qui a commencé, et tous les autres, c'était ses alternants. Et ils sont 5 maintenant. Voilà. Donc, faut pas hésiter à envoyer des CV, des fois ça passe. N'hésitez pas aussi à varier les profils de boîtes. Les ESN, évidemment, c'est particulier, c'est pas toujours le milieu le plus agréable, mais mine de rien, ça fait de l'XP. Et le plus important pour les premières années, c'est aller choper de l'XP.
Et de ne pas hésiter à aller taper chez les gens qui font de l'édition de logiciels sur un domaine particulier, parce qu'eux, ils auront un besoin dev. Bah, on a vu Euronews, là, par exemple, Euronews, de temps en temps, ils recrutent des alternants. N'hésitez pas. Voilà. Bah oui. Donc voilà, donc il ne faut pas hésiter à aller voir directement, parce qu'ils ne seront peut-être pas en train d'attendre votre CV sur LinkedIn. Ils ne vont pas aller regarder sur LinkedIn, ah, il est open to work, il y a un CV, je vais y aller. Non, il faut aller les chercher. Bien sûr. Voilà, c'est vraiment, vous êtes dans une démarche très très active là, pour le coup. Comment est-ce qu'on trouve ce genre de boîte déjà, juste le nom des boîtes, donc c'est des boîtes de 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes. Alors, dans le cas des scopes, il y a un annuaire sur le site de l'Union régionale. Déjà, voilà, c'est déjà pas mal, c'est la première porte d'entrée. Après, il y a aussi plein de petites boîtes qui ne sont pas forcément identifiées comme des développeurs, enfin, des boîtes avec de la tech dedans, avec des webs, genre, je dis n'importe quoi, mais un cabinet d'avocats ou une société de nettoyage. En fait, ils ont un service web en interne, mais personne ne le sait. Donc, il ne faut pas hésiter à voir si c'est une société qui a l'air d'avoir un peu de moyens, un peu grosse. Ils ont certainement un service informatique. Ouais. Pas forcément web, mais un service informatique. Et il y a peut-être quelque chose à faire dedans. Peut-être qu'ils cherchent un profil un peu touche à tout, justement, parce qu'eux, ils y connaissent rien, ils n'ont pas trop de moyens. Ils veulent quelqu'un qui puisse être capable de toucher les serveurs et développer des nouvelles fonctionnalités parce qu'ils ont fait un intranet qui est peut-être un peu vieux, mais voilà. Entre guillemets, un bricoleur, ça va leur plaire. Oui. Plus la boîte est petite, plus elle a besoin de bricoleur. C'est ça. Une autre façon de faire aussi, ça peut être de taper le lead dev et de regarder en fait ils travaillent où les lead dev dans le coin, ils sont dans quelle boîte, etc. Et pas hésiter à aller regarder effectivement sur LinkedIn, ou même vous tapez responsable DSI, vous regardez, ah, cette boîte là a une DSI, je peux voir les taper chez eux. Donc faut être furtif, mais voilà, sur LinkedIn vous avez tous, vous pouvez aller sur LinkedIn, de toute façon il y a la vie des gens, donc c'est ça. Service public, c'est complètement différent. Ouais, c'est un peu particulier. C'est des process de recrutement qui n'ont rien à voir, je ne les connais pas personnellement. Donc, ouais, en fait, eux, ils ont un système de session où il faut s'inscrire, passer. Ouais, ils ont des systèmes de session, mais pour des contractuels ou quoi, ils peuvent passer en dehors et ils ne sont pas forcément sur des sites style Indeed ou Welcome to the Jungle. Ouais, bien sûr, ils sont sur leur site en général. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Mais si vous faites le tour des conseils départementaux maintenant, je crois, par exemple. Ou des métropoles, ou des trucs comme ça, c'est... Aussi, on m'a suggéré il n'y a pas longtemps de s'adresser au CCI aussi, les chambres de commerce. Parce que eux, en fait, il y a plein de petites boîtes qui se lancent, qui vont les voir, qui ont des besoins, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre, et eux les accompagnent. Donc vous allez voir, vous leur dites, bah écoutez, est-ce qu'il n'y a pas des sociétés qui cherchent des développeurs pour se monter ou quoi ? Et ça peut être aussi une piste. Ou pareil, l'Union régionale des coopératives, là aussi, elle peut vous dire, ah, telle boîte, ils sont en train de grossir, vous devrez peut-être les contacter. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais... les incubateurs, oui, ça peut peut-être marcher aussi, il faut tenter, il ne faut pas hésiter. J'ai deux questions sur... il y a deux questions sur Twitch. La première, c'est un CTO m'a dit que les projets pouvaient être rédhibitoires et contre-productifs. Est-ce que vous confirmez ? Rédhibitoire et contre-productif ? Les projets perso, visiblement. Est-ce que ça peut être rédhibitoire et contre-productif ? Mais c'est pas un CTO. Hein ? Non, mais justement, un CTO, normalement, c'est le gars dans la boîte qui a la plus d'ouverture d'esprit sur les profils. Ça me paraît complètement aberrant, ou alors c'était pour le décourager ou quoi, mais pour moi, ça n'a aucun sens de dire ça. Ça n'a vraiment aucun sens. Après, à moins de connaître vraiment comme un pied, moi je pense que non, c'est bon, tu peux les montrer tes projets. En fait, on sait que vous êtes junior, on sait que ça ne sera pas parfait. Peut-être que quand il veut dire contre-productif, c'est-à-dire t'as pas respecté les standards de code, etc. Donc on va pas vouloir te prendre parce que t'as bricolé, entre guillemets. Mais c'est bête. Enfin, c'est bête. Déjà, ça veut dire que c'est une boîte avec qui c'est pas possible de travailler, quoi. Enfin, s'ils acceptent rien, mais s'ils acceptent pas les projets perso, s'ils acceptent pas votre expérience personnelle, ça n'a aucun sens. Franchement, je sais pas quoi dire face à ça, quoi. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des sites pour pouvoir s'entraîner sur les tests techniques ? Coding Game, par exemple. Et LeetCode, oui, très bien aussi, LeetCode. Ouais. Oui, il y en a plein. Merci. Bon, après, nous, c'est vrai que côté DevOps, système, c'est pas le même délire. Mais après, faut pas non plus trop se focaliser sur les tests techniques pour avoir... Parce que maintenant, je passe des entretiens aux gens
moi, je vais surtout rechercher des personnes qui ont un esprit critique et qui sont capables de réfléchir. Je vais prendre mon ordi, ouvrir mon Terraform et dire bah vas-y, dis-moi ce que tu comprends. Je m'en fous de savoir si le mec il est capable de me faire une boucle ou une ternaire de ternaire de ternaire. Je m'entends pas. Moi, ce que je veux, c'est que le mec il soit. Alors, je comprends pas bien, mais peut-être que ça fait ça. Faut pas se focaliser sur l'algo parce qu'au final, vous pouvez prendre n'importe quelle personne un peu senior dans la salle. Il n'y en a aucun qui a le truc state of the art en algo super beau, super propre. Il y a des grosses verrues dans toutes les boîtes et en fait, on va juste chercher quelqu'un qui soit câblé pour se dire ok, c'est la merde, mais je comprends à peu près ce que je fais. Oui, il faut bien se dire que souvent, vous allez arriver dans les boîtes, des projets, ils ont du vécu et que vous avez forcément commencé par débugger les choses. C'est systématique, vous n'allez pas être sur un projet from scratch, enfin c'est très rare. C'est très rare et ça m'est quand même arrivé 2 fois, donc c'est plutôt fier. Mais de manière générale, c'est très rare. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai eu le droit à ça. Mais voilà, donc les tests techniques, effectivement, souvent, on vous demande des choses que vous n'allez pas faire, que ce ne sera pas votre quotidien. Ça va peut-être vous arriver 1 fois ou 2 fois, mais voilà. Donc, Merci. le test technique, il faut quand même pouvoir rendre quelque chose de propre, voilà, montrer que vous savez faire. Ça sert à rien d'en faire des tonnes et des tonnes non plus, parce qu'ils n'auront peut-être même pas ce niveau d'exigence-là. Mais moi, je te rejoins sur la partie capacité d'adaptation, de compréhension, volonté d'apprentissage, de vouloir pousser les choses un peu plus loin. Mais ça, même si la personne, c'est un dev ou DevOps ou autre junior, s'il a la capacité de s'adapter et d'apprendre, bah, en fait, c'est même un pari sur 3-4 ans facile pour l'entreprise, de se dire, en fait, on va avoir un profil qui va être top, quoi. Voilà. Pour les algos aussi, n'oubliez pas que sur les coding games, ils vont sortir des algos très compliqués, méga chiadés. Vous n'en utilisez jamais des algos comme ça dans la vraie vie. Oui, en oui. fait. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne fais pas de coding game, j'aime pas les coding games. Et j'en utilise pas en recrutement parce que en fait c'est débile. Ça ne correspond pas à ce que vous ferez après. Je préfère que la personne elle sache me dire attention, tu as fait une requête dans ta boucle for, ça va niquer la base de données. Plutôt que me faire un algo chiadé qui peut calculer la distance entre des étoiles, je sais pas quoi. Non, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui peut m'intéresser sur ces tests-là, par exemple, c'est pas forcément le fait d'avoir le meilleur code. Mais c'est de donner des énoncés peut-être un peu larges où il n'y a pas qu'une seule route tracée, pour voir justement comment vous avez abordé un sujet, comment vous l'avez traité, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre, que vous connaissez pour résoudre la chose. Et après, on en discute. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Du coup, merci, j'allais dire ça. Mais pour revenir aussi sur l'algo, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre, en fait, comme ce qui vient d'être dit, c'est de pouvoir identifier qu'il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple, ou d'en parler. Je reviens à l'esprit critique, c'est toujours bien, et pas que sur ce qu'on voit à côté, c'est sur notre code. Ça va avec le rester humble aussi. Et après, juste aussi pour revenir par rapport au réseau et au meet-up, c'est pas se focaliser non plus sur les meet-up tech, parce que je vois il y a pas mal de meet-up à Lyon, notamment sur l'entrepreneuriat, sur Ah oui. voilà. Donc du coup il y a des choses qui sont à côté. Ça peut être aussi le project management par exemple, parce que du coup on peut avoir des contacts très facilement sur d'autres sphères. Et donc c'est important d'élargir justement sur tout ce qui peut toucher de près ou de loin justement à l'informatique. Je voulais apporter une précision sur le fait que quand on recherche un développeur ou une développeuse junior, on cherche quelqu'un qui peut évoluer et qu'on va former. C'est-à-dire que si on demande ce type de profil et qu'on attend que la personne soit parfaite et que la personne soit hyper expérimentée dans beaucoup de domaines, c'est qu'ils veulent juste de la main-d'œuvre pas chère pour faire un boulot qui est beaucoup trop important par rapport au salaire. Les entreprises qui ont compris le principe de recruter des profils juniors, c'est des entreprises qui savent qu'elles misent, comme ça a été dit, sur l'avenir et qui vont plutôt observer la capacité à pouvoir apprendre et la capacité d'apprendre à apprendre. Un peu compliqué, mais vraiment la capacité d'évoluer avec un énoncé de données et avec tout Internet pour pouvoir répondre à la question. Donc voilà, si vous voyez une entreprise qui vous demande des choses qui sont
infaisable pour des juniors, c'est que c'est pas une bonne entreprise et que même si vous êtes pris dans cette entreprise, ça va se passer mal puisqu'ils vont avoir des exigences beaucoup trop hautes, vous allez être largué, il n'y aura aucun suivi et vous allez juste finir soit en dépression, soit à changer de métier. Et je dis ça avec le sourire, mais ça arrive beaucoup plus qu'on pense. Donc voilà, c'était mon mot. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres remarques, d'autres suggestions? Il y a un gros mot qu'on n'a pas employé ce soir, c'est l'IA. C'est vrai. Alors, justement, moi, est-ce que dans un projet perso, est-ce que tu vas le mettre en avant? Est-ce que surtout pas? Est-ce que... Non, tu peux. Y a aucun En fait, l'IA, pour moi, c'est un outil comme un autre. Dans le sens où ça commence à être un peu plus clair sur l'usage de l'IA, en tout cas dans tout ce qui est développement. On se rend compte que c'est capable. Enfin, l'IA nous permet d'aller très vite, mais pour faire l'époque, c'est très bien, etc. Mais pour du long terme, en fait, on se rend compte que derrière, en fait, il y a énormément de maintenance. Donc l'IA, pour l'instant, elle n'est pas du tout assez mature pour pouvoir faire des projets robustes, etc. Ça arrivera peut-être un jour. C'est important de s'intéresser à l'IA quand même, de voir comment elle évolue et d'essayer de l'essayer. C'est bien, c'est très bien. Alors on peut le voir sur les offres d'emploi maintenant, un peu maîtrise les outils d'IA, machin. Mais en soi, les entreprises, elles n'utilisent pas beaucoup l'IA. Dès qu'elles ont des développeurs, peut-être que les développeurs vont, eux, utiliser je sais pas, un copilot, un cursor pour développer plus vite. Je le déconseille notamment pour les juniors quand même, parce que vous allez moins maîtriser votre code, et vous allez peut-être avoir des incompréhensions ou quoi. Et pareil, vous n'allez pas pouvoir justifier votre code, enfin plus difficilement justifier un code que vous allez soumettre par exemple à une revue de code, ou alors s'il y a des bugs en prod, comment ça se fait je sais pas, en fait c'est pas mon code. Donc c'est intéressant l'IA, il faut essayer de le développer un peu, faut pas l'exposer comme si c'était votre meilleure valeur ajoutée, ça n'a aucun sens. Mais pour moi c'est vraiment dans tout ce qui est apprendre des langages, apprendre des outils, etc. L'IA en fait partie. Il faut être ouvert, essayer d'avoir un esprit critique, vous faites un projet public ou privé, s'il marche bien, vous pouvez vous mettre public pour dire voilà comment j'ai pu faire ça avec de l'IA, en expliquant que c'était la démarche de tester ou d'essayer de mettre à profit l'IA sur un projet et avoir cet esprit critique pour dire c'est limite. Mais bon, c'est tout à fait entendable d'avoir de l'IA et de l'exposer. Même faire du no-code. Hein. Je rebondis parce que l'IA, on parle de l'IA, mais il y a aussi la grosse mouvance no-code aussi, surtout en France, où on se dit, en fait, c'est bon, j'ai plus besoin de coder. Non, alors déjà, il faut des développeurs pour pouvoir faire du no-code derrière, mais en plus de ça, c'est intéressant parce que le no-code, ça peut aussi s'imbriquer dans un SI pour automatiser certains process, branchés sur des applicatifs qui, là, ont été vraiment développés. Voilà, donc c'est intéressant de l'explorer aussi. Pour revenir sur l'IA, nous à Livestorm, on le promouvoit chez l'équipe de développement. D'abord parce que c'est un outil qui est hyper puissant, ça nous permet d'aller super vite. Par contre, là où on veut avoir des compétences, c'est sur comprendre ce que l'IA produit comme code. Parce que si on ne comprend pas, on a forcément un code qui ne va pas être maintenable. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on utilise aussi l'IA, pas forcément que pour faire du code, mais aussi pour faire tout ce qui va être conception. C'est-à-dire que lorsqu'on a une problématique, au lieu de partir sur développez-moi telle et telle chose, ça va être explique-moi le problème d'un autre point de vue, résume les problématiques, classe-les par thème, etc., etc. Et ça permet en fait d'utiliser l'IA pas que pour faire du développement bête et méchant, mais aussi pour simplifier un problème, pour synthétiser, pour ordonner un peu sa pensée. Donc, si vous savez l'utiliser de manière intelligente pour pouvoir ordonner vos pensées, pour pouvoir peut-être sortir un bout de code, parce que c'est super chiant à sortir, par exemple les regex, c'est cool. Si vous faites tout votre code avec, ça va être problématique. Ouais, après, pas dit qu'elle soit performante, mais... Ça marche jamais. Alors oui, je prenais les regex comme ça, mais voilà, par contre, moi, il y a des fois, j'utilise ça pour des vérifications basiques ou des boucles for each, où je sais les écrire, c'est super long. Je lui balance les tableaux, il les écrit, et je fais un copier-coller, je les relis. C'est bien. Nous, par exemple, on l'utilise pour les jeux de test.
On a dit, fais-moi, entre guillemets, des jeux de test avec telles conditions, on donne les bornes, il nous sort quelques jeux de test. Parce qu'à écrire des enveloppes JSON qui ont 50 champs, bah, c'est long, c'est rébarbatif, et puis si on peut l'avoir d'un coup, c'est quand même pas mal, quoi. Et on l'utilise aussi pour écrire les tickets. Par exemple, on a les tickets, on a un format genre description, contexte, les attentes, etc. On a plein de personnes qui les écrivent de manière complètement différente. On compile ça dans un prompt, on lui dit ben, sors-le avec tel format qu'on a déjà fait travailler. Et en général, les tickets sont beaucoup mieux écrits. Après, on repasse pour changer un peu la rédaction sur quelques problématiques. Mais c'est juste incroyable parce qu'on a des tickets qui sont standardisés en termes de format. Et comme ça, tout le monde comprend. Là, on commence à s'éloigner du sujet. Juste des derniers trucs pour compléter sur l'IA. En fait, je pense qu'il faut surtout le voir comme un outil. C'est-à-dire que ça remplacera jamais en fait, ce qu'on fait. C'est purement un outil qu'il faut comprendre, en fait, tout simplement. Et après, c'est ça. C'est-à-dire que l'utiliser et expliquer qu'on comprend comment ça marche. Ça ne veut pas dire qu'on comprend comment ça marche derrière, forcément, mais on comprend à quoi ça sert. Et comment on peut s'organiser autour. Et pour donner un dernier exemple faut relire un peu ce qu'il y a. En fait, j'ai donné des cours, j'ai fait un workshop d'une semaine dans une école à Paris, 2 semaines, et elle m'a très bien servi pour faire une base de données qui n'était pas du tout optimisée. Voilà. Mais elle est très bien pour donner des mauvais exemples. Voilà. Il faut faire des sites pas sécurisés, on a envie d'aider à trouver l'erreur. C'est ça. Après, donc, moi je disais que je déconseillais pour les juniors. Je déconseille pour les juniors pour vous générer du code. Par contre, pour vous expliquer les principes, pour vous expliquer ou pour vous détailler une doc qui n'est pas forcément complète ou quoi, vu qu'il y a tout le web dedans, ça va vous sortir des exemples. Enfin, pour la compréhension, c'est très bien. Et en plus, vous pouvez dire, bah, réexplique-moi cette partie-là, je n'ai pas compris, etc. Bon, il ne faut pas lui mettre trop de prompts en historique parce qu'après il est perdu, mais ça vous permet de vous éclairer sur certains sujets, en tout cas. Ouais, on s'échange entre devs aussi des mèmes avec des gens qui se sont fait... Ah, j'ai créé tout mon site avec l'IA. Et après, je me suis fait tout pirater. Voilà. Yes. Et dernier point, il y a aussi que l'IA a un coût écologique qui est monstrueux. Oui. Et j'emploie le mot monstrueux à dessein. C'est extrêmement violent. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas une techno qui est assez mature pour être utilisée pour chaque ligne de code que vous faites. Si vous l'utilisez actuellement pour chaque ligne de code que vous faites, vous êtes en train de tuer des bébés phoques, là, clairement. Donc il faut apprendre à l'utiliser de manière raisonnable. Moi, j'utilise sur une ligne quand j'en ai besoin et c'est tout, quoi. Et je pense que c'est malheureusement, en l'état actuel des performances, le mieux qu'on puisse faire. Je vais te laisser peut-être le mot de la fin, parce qu'on va peut-être conclure. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, nous avoir suivis. Du coup, en ce qui concerne le prochain événement, il sera donc le 23 avril chez Epitech, on change d'école cette fois. Voilà, on a une présentation qui sera faite sur... j'ai oublié. Mais par les crafters Lyon, donc c'est des cadors en développement normalement. Donc là, ça, une conf un peu, peut-être un peu costaud, je crois que c'est sur l'optimisation du code ou la refactorisation, je crois que c'est ça le sujet. Mais là, je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne vais pas vous dire de bêtises non plus. On cherche un autre speaker, pour un sujet peut-être un peu plus light, si jamais il y en a d'entre vous qui sont intéressés. Voilà, et puis comme d'hab, retrouvez-nous sur Meetup, Twitch. On a un Discord aussi, j'aurais peut-être dû le mettre en QR code aussi. Mais voilà, donc Discord, c'est là où on va y avoir plus d'échanges, etc. Même si vous voulez proposer des sujets, c'est là où on sera peut-être le plus attentif. Mais Meetup, LinkedIn, etc. on regarde aussi. Voilà, et puis on passe à l'apéro. Merci beaucoup. Merci.